Bonjour, c'est Dr Hela Fourati, spécialiste en imagerie médicale. Je vous présente ici un atelier de cas cliniques en imagerie pédiatrique sous forme de quiz qui parle des masses abdominaux-pelviennes de l'enfant. Premier cas clinique, un nouveau-né de sexe masculin, hospitalisé à l'âge de 22 jours pour la découverte d'une masse abdominale sans aucun signe fonctionnel digestif ou respiratoire. À l'examen, le bébé avait un bon état général, il avait une importante voussure étendue de la région ombilicale jusqu'à l'hypocondre gauche et à la palpation, on lui avait trouvé une masse indolore ferme fixe d'environ une dizaine de centimètres de diamètre. Je vous montre ce premier cliché d'abdomen sans préparation. Et la question est, le cliché d'abdomen sans préparation montre une opacité de tonalité hydrique. 2. L'opacité refoule les clartés digestives. 3. L'opacité est d'origine hépatique certaine. 4. La masse est responsable de lésions ostéolytiques rachidiennes. 5. L'opacité de siège sus et sous-diaphragmatique. La réponse à la question C. Le cliché d'abdomen sans préparation montre une opacité de tonalité hydrique de la région médio-abdominale de l'hypocondre gauche et 2. L'opacité refoule les clartés digestives. Donc je vous laisse regarder ici l'opacité de tonalité hydrique avec le fait qu'elle refoule les structures digestives en bas, qu'elle est latéralisée à gauche et que l'origine hépatique n'est pas vraiment certaine. En fait, quand on voit ça, on évoque plutôt une origine surrénalienne, gastrique, à type de duplication, splénique ou bien para-rachidienne. La masse est dans ce cas complètement sous-diaphragmatique et on ne voit pas de lise osseuse sur le rachis qui est d'aspect normal. L'enfant a eu une échographie et on avait répandu à l'écho une masse très probablement du foie gauche. En fait, je vous rappelle que pour des masses volumineuses, il est parfois difficile de faire le diagnostic d'organes ou de siège et de dire qu'à coup sûr, on est au niveau hépatique, on est au niveau du mésentère, etc. Quand vous voyez cette image échographique, la première question, c'est que cette masse est kystique ou bien cette masse est tissulaire. La réponse est, en fait, il s'agit d'une masse tissulaire. On voit qu'elle est hyperéchogène hétérogène, ménageant des zones kystiques ou bien anéchogènes. La question 3. Devant une masse du foie gauche, quel autre examen d'imagerie complémentaire doit-on pratiquer? En 1, une IRM, en 2, un angioscanner hépatique, en 3, une scintigraphie, en 4, une ponction biopsie de la masse. La réponse à cette question est, en fait, devant une masse du foie gauche, on peut pratiquer soit une IRM, soit un angioscanner hépatique. Et les commentaires, c'est que le but du deuxième moyen d'imagerie à ce niveau-là est de vérifier l'origine hépatique de la masse. Donc on doit chercher le signe de l'éperon. Ensuite, le deuxième but est de caractériser la masse, donc d'étudier sa cinétique vasculaire. L'IRM serait l'examen de choix pour la caractérisation des masses hépatiques, du fait qu'elle présente une bonne résolution en contraste et que c'est un examen qui n'est pas irradiant. L'IRM présente quelques limites qui sont le recours à la sédation et qu'elle n'est pas toujours disponible, surtout dans nos hôpitaux. Donc un angioscanner peut donc aussi être pratiqué et ça peut être justifié pour les mêmes buts. En fait, notre patiente a bénéficié d'une IRM hépatique que je vous montre. J'ai ici 4 images d'IRM. Pour les séquences, j'ai une séquence pondérée en T2 avec saturation du signal la graisse, là une séquence T1, ici une séquence en T1 post-gadolinium en coupe axiale et là coupe sagittale avec séquence en T1 gadolinium. La question est, l'IRM abdominal qu'on vient de voir, 1. Confirme le siège intrahépatique de la masse. 2. Retrouve une masse en hyposignal T1 en hypersignal T2. 3. La masse est non rehaussée après injection de produits de contraste. Et 4. La masse est homogène. La réponse à cette question est l'IRM abdominal confirme le siège intrahépatique. 2. Ça retrouve une masse en hypo T1 en hyper T2. Pour les commentaires, en fait, il s'agissait d'une masse intrahépatique. Ça a été vérifié par le signe de l'éperon. C'est une masse qui était rehaussée en périphérie et c'était une masse hétérogène.
Les structures vasculaires ont été visualisées sur l'IRM, elles se présentaient en asignal, donc elles n'étaient pas thrombosées. Donc la masse ici, la prise de contraste périphérique, les structures en asignal qui n'étaient pas thrombosées. La question 5 maintenant, quels sont les diagnostics les plus probables? On va raisonner maintenant sur un nouveau-né de 22 jours qui présente une masse solitaire au niveau du foie gauche. Est-ce que ça peut être un hémangiosendothélium? Est-ce que ça peut être une métastase d'un neuroblastome? Est-ce que ça peut être une tumeur hépatique maligne type hépatoblastome, un carcinome hépatocellulaire ou en 5 un sarcome hépatique? Pour la réponse à cette question, en fait, les diagnostics qu'on doit évoquer, c'est l'hémangiosendothélium et c'est aussi une tumeur hépatique maligne type hépatoblastome. Il faut savoir que le diagnostic d'une masse hépatique est évoqué sur un faisceau d'arguments chez l'enfant qui tient compte de l'âge, du fait que la tumeur hépatique soit congénitale ou non, qu'elle soit unique, solitaire ou bien multiple, qu'il existe ou non des thromboses vasculaires et l'état général du patient. Est-ce que c'est un patient avec un bon état général ou est-ce que c'est un patient qui présente un état général altéré? Pour les métastases de neuroblastome, ça peut être congénital, ça peut être observé avant l'âge de 6 mois et on parle du syndrome de Pepper, caractérisé par la présence de métastases hépatiques multiples qui intéressent l'ensemble du foie. Mais notre enfant ne présentait pas de lésion surrénalienne à l'échographie. En plus, la lésion du foie était unique. Deuxième diagnostic, hépatoblastome. C'est une tumeur hépatique maligne la plus fréquente chez l'enfant. La prise de contraste de la masse est généralement périphérique et fine après injection de produit de contraste, ce qui n'était pas le cas dans notre cas où la prise de contraste était assez irrégulière, épaisse. En plus, contre le diagnostic, on n'avait pas de thrombose vasculaire, mais cet enfant présentait des alpha-fétoprotéines soi-disant élevées à 2000. Or, il faut savoir que les alpha-fétoprotéines peuvent être le siège d'une augmentation physiologique chez la population néonatale. Donc, on ne peut pas confirmer le diagnostic, on ne peut pas non plus l'éliminer à coup sûr. Pour l'hémangiosendothélium, c'est une tumeur hépatique vasculaire bénigne, ce qui peut être congénital. On reconnaît la forme solitaire et la forme diffuse, et la prise de contraste après injection est généralement périphérique au temps précoce, avec un remplissage centripète, une homogénéisation au temps tardif. Je vous rappelle aussi que pour l'hémangiosendothélium dans sa forme solitaire, comme c'est le cas de notre patiente, se présente en T2 avec un signal central en hypersignal T2 franc, un signal périphérique moins intense intermédiaire. Donc, diagnostic hémangiosendothélium dans sa forme solitaire. Deuxième cas, un bébé de 3 mois qui se présentait pour ballonnement abdominal, qui avait un bon état général apyrétique, une hépatomégalie dure et sensible, une CVC et une splénomégalie. À la biologie, le bébé avait une insuffisance hépatocellulaire, une cytolyse et une hyperleucocytose. Voici donc l'ASP qui montre chez lui une opacité de tonalité hydrique refoulant les clartés digestives, les clartés gazeuses vers le bas. Le scanner a été réalisé chez lui. Donc je vous montre ici les coupes sans injection, après injection au produit de contraste et un temps tardif après injection au produit de contraste. On va regarder les coupes au temps artériel et les coupes au temps tardif et on va pouvoir décrire chez lui de multiples nodules qui présentent une prise de contraste artérielle précoce, périphérique, avec un remplissage qui se fait peu à peu et jusqu'à homogénéisation ici au temps tardif. En fait, il faut savoir aussi que là, ça peut être aussi un hémangiosendothélium, mais dans sa forme multinodulaire. Il y a deux anomalies vasculaires qui sont notées sur cette coupe au scanner. Il y a d'abord l'hyperartérialisation hépatique par l'hypertrophie de l'artère hépatique, mais aussi le fait que l'aorte sous-cœliaque va avoir un petit diamètre. On parle d'une micro-aorte sous-cœliaque. Et pour le commentaire, en fait, l'hémangiosendothélium infantile doit être évoqué devant toute masse hypervasculaire du nourrisson de moins de 6 mois. C'est souvent associé à une atteinte cutanée ou viscérale de type angiomateux,
À la clinique, on peut avoir une masse palpable, une hépatomégalie ou bien une insuffisance cardiaque. Et l'évolution se fait par le passage par une phase de croissance d'environ 6 mois, puis une régression spontanée par thrombose vasculaire. Le traitement est proposé s'il y a un retentissement clinique à type d'insuffisance cardiaque ou de coagulopathie de consommation. On passe au cas 3. En fait, c'est un bébé de 5 mois, masse abdominale avec mauvais état général et à l'examen, il avait une masse hépatique, une circulation veineuse collatérale. Donc l'écho abdominal a été réalisé chez lui, en même temps qu'un abdomen sans préparation qui a permis de voir qu'il existe une opacité tonalité hydrique refoulant les clartés digestives et l'ensemble du bilan d'imagerie a été complété par un scanner. On voit ici des coupes sans injection de produits de contraste et la découpe après injection de produits de contraste. La question maintenant. Sur le scanner, on retrouve en 1 des masses hépatiques, en 2 une masse surrénalienne gauche, en 3 une splénomégalie nodulaire. La réponse à cette question est: on retrouve des masses hépatiques qu'on voit sur l'hélice sans injection et aussi après injection de produits de contraste, et on retrouve aussi une masse surrénalienne gauche. Ce n'est pas une splénomégalie puisque la rate elle est là et elle est normale. Donc le commentaire concernant ces images, en fait il s'agissait d'un syndrome de Pépère qui est survenu chez un enfant de moins que 6 mois qui présentait 2 masses surrénaliennes, l'une à droite, l'autre à gauche, avec chez lui sur le plan biologique des dérivés des catécholamines positives. Une scintigraphie à la MIBG a été réalisée chez lui et a montré une fixation hépatique en rapport avec les localisations secondaires hépatiques, fixation surrénalienne et une fixation ostéomédulaire au niveau des membres inférieurs. Le diagnostic différentiel se pose chez lui avant d'avoir les éléments biologiques et scintigraphiques avec l'hémangiodothélium infantile multinodulaire. Et il faut savoir que pour le syndrome de Pépère, ces lésions secondaires peuvent être spontanément réversibles et c'est des métastases. C'est une forme de masse surrénalienne maligne avec lésions secondaires de bon pronostic. Cas 4, enfant de 2 ans et demi, masse abdominale. À l'examen, il avait une hépatomégalie, une CVC et une altération de l'état général. Voici l'ASP qui montre l'opacité tonalité hydrique montrée par les étoiles et le refoulement du tube digestif vers le bas, vers la gauche. L'échographie a montré une volumineuse masse hépatique hétérogène, hypervascularisée au Doppler. Et la question est: la réalisation d'un angioscanner hépatique ou d'une IRM hépatique est en 1 obligatoire, en 2 optionnel, en 3 complètement inutile. La réponse est: c'est obligatoire. On doit en fait caractériser la masse hépatique. Ça nécessite l'étude de la cinétique vasculaire après injection de produits de contraste. On doit étudier le comportement de la masse au temps artériel, portal et tardif. Donc ici, le scanner qui a été réalisé, je vous montre ici 2 coupes sans injection de produits de contraste à 2 niveaux différents. La question. Sur le scanner, on voit en 1 une volumineuse masse hépatique, en 2 de fines calcifications, en 3 une hépatomégalie hétérogène, en 4 un hématome sous-capsulaire. La réponse à cette question est une volumineuse masse hépatique qu'on voit là, avec présence de fines calcifications au sein de la masse. Donc voici le foie, la masse hépatique et les petites calcifications au sein de la masse. Voici les images injectées à 2 niveaux différents. Voyez la masse et vous voyez le rapport là avec les veines hépatiques. La question: la masse est 1 hétérogène, 2 responsable d'un thrombus de la veine hépatique. La réponse à cette question est: la masse est effectivement hétérogène, mais il n'y avait pas de thrombus au niveau de la veine hépatique, il y a juste un refoulement de structure vasculaire. Question 4. Quel diagnostic évoquez-vous en premier? En 1, hépatoblastome. En 2, hémangio-endothélium infantile dans sa forme solitaire. En 3, un sarcome. La réponse à cette question est l'hépatoblastome en premier. En fait, l'enfant est âgé de moins que 3 ans.
Donc le diagnostic dans cette gamme d'âge est dominé par deux tumeurs, l'hépatoblastome d'une part et l'hémangiosendothélium solitaire d'autre part. L'hépatomégalie, les douleurs abdominales n'ont pas de spécificité pour distinguer le bénin du malin. Si l'enfant présente une altération de l'état général, ce qui était le cas pour notre enfant, ça oriente vers une pathologie plutôt maligne. Si l'enfant présente une insuffisance cardiaque, un angiome cutané ou viscéral, ça oriente plutôt vers l'hémangiosendothélium infantile. Si l'enfant présente une puberté précoce, un hirsutisme, ça peut s'intégrer dans le cadre d'un syndrome paranéoplasique associé à un hépatoblastome. Cas 5, 15 ans, douleur de l'hypocondre droit, fièvre à 38, à l'examen, hépatomégalie douloureuse. Donc la jeune fille a eu une échographie, je vous laisse regarder. Et puis la question sur ce cliché d'écho. 1. La masse est kystique multiloculaire. 2. La masse présente une hypervascularisation. 3. La masse présente une composante solide dominante. Donc la réponse à cette question est la masse est kystique multiloculaire. On voit ici les différents loculi à contenu anéchogène. Devant la nature maintenant kystique de la lésion, on va évoquer en 1 un kystidatique multivésiculaire, en 2 un hépatoblastome dans sa forme kystique, en 3 un sarcome. La réponse à cette question est le kystidatique multivésiculaire et le sarcome. En fait, le kystidatique multivésiculaire est évoqué de principe dans une zone endémique devant toute masse kystique du foie. Les sarcomes hépatiques peuvent être le siège de larges plages de nécrose qui peuvent donner un aspect de kyste multiloculaire en cas de nécrose extensive et des formes kystiques exceptionnelles d'hépatoblastomes sont décrites, de même que des formes nécrotiques. Cependant, l'âge n'est pas en faveur. En fait, notre patiente avait 15 ans. La jeune fille a été opérée et l'exploration péropératoire avait trouvé une volumineuse masse hépatique à caractère hémorragique compliquée d'un hématome sous-capsulaire. L'hématome a été évacué et une échographie a été pratiquée 2 semaines plus tard. Donc je vous montre ici les nouveaux clichés d'échographie, le changement de l'aspect de la masse précédemment décrite. Et elle a eu à la foulée un scanner, donc découpe sans injection produit de contraste, après injection au temps artériel, au temps portal et au temps tardif. En fait, au scanner, la masse présentait une densité liquidienne avec des cloisons rehaussées après injection de produits de contraste. La jeune fille avait 15 ans, l'aspect kystique permettait d'évoquer un sarcome. En fait, le diagnostic a évoqué devant toute tumeur kystique du grand enfant qui n'est pas les caractères d'un kyste hydatique. Le cas 6, c'est un enfant âgé de 12 ans qui avait des douleurs de l'hypocondre droit, une fièvre et un ictère. Une échographie a été réalisée et complétée à la foulée par un scanner. Je vous laisse regarder les images de scanner injectés à 3 niveaux différents, donc première coupe, deuxième coupe et troisième coupe du scanner. La question 1, le scanner montre 1. 2 formations kystiques du foie, 2. Dilatation des voies biliaires intrahépatiques, 3. Des calcifications pariétales du kyste, 4. Une composante solide dans la petite masse. La réponse à cette question est que le scanner montrait 2 formations kystiques du foie, une dilatation des voies biliaires intrahépatiques et des calcifications pariétales du kyste. Je retourne à mes images pour vous expliquer un peu. Donc là, j'ai une première formation kystique du foie. Là, j'ai une deuxième formation kystique du foie qui présentait toutes les deux des calcifications au niveau de la paroi. On voyait par ailleurs une dilatation des voies biliaires intrahépatiques qui se voit sous la forme de ces structures tubulées, hypodenses, non rehaussées sur les séquences injectées. Donc, la question 2, quel diagnostic évoquez-vous? Premièrement, un sarcome hépatique, deuxièmement, des kystes hydatiques, troisièmement, des amartomes mésenchymateux kystiques. La réponse à cette question est des kystes hydatiques. En fait, la dilatation des voies biliaires, dans le cadre associé à des kystes hydatiques, évoque une complication qui est l'ouverture ou la rupture du kyste dans les voies biliaires. Le cas 7. C'est un nourrisson avec découverte d'une masse liquidienne à l'échographie anténatale au niveau de la fosse iliaque droite. L'écho a été réalisé après la naissance et avait retrouvé cette image. La question, l'écho avait révélé 1.
une masse kystique. 2. La masse présente une paroi digestive. Et 3. La masse est multiloculaire. La réponse à la question est que c'est une masse kystique qui présente une paroi digestive. La question 2, quel est ou quels sont les diagnostics possibles? Donc, masse kystique, paroi digestive, on évoque en 1 lymphangiome kystique, en 2 kyste mésentérique, en 3 duplication digestive, et la réponse est duplication digestive. En fait, ces duplications peuvent être soit communicantes, soit non communicantes avec le tube digestif, et ceci est vérifié après opacification du tube par le produit de contraste. Cette opacification peut être réalisée soit par un TOGD, soit par un scanner. En fait, notre patient a eu les deux examens. Elle a eu le transit du grêle qui a montré la fenêtre radiologique et l'absence d'opacification de la structure par le produit. Le scanner aussi, avec le caractère kystique de la masse qui présente une paroi digestive qui était responsable d'un refoulement des structures digestives opacifiées. Donc, il s'agissait d'une duplication digestive non communicante. Les duplications digestives siègent fréquemment au niveau du grêle. À l'écho, ça se révèle sous la forme de masse kystique plus une paroi. Il y a deux formes, la communicante et la non communicante. Cas 8 maintenant, un enfant de 7 ans, masse abdominale, un état général conservé. Donc, je vous montre les clichés d'échographie de ce patient. La question maintenant, la masse à l'écho est kystique, elle a un contenu finement échogène. 3, elle présente une paroi digestive. La réponse à cette question est que la masse est kystique, elle présente un contenu finement échogène, elle n'avait pas de paroi digestive. Donc l'enfant a eu un scanner, voici les coupes axiales et voici les reconstructions coronales. Donc, on voit ici l'anomalie qu'on a détectée à l'échographie. Et la question, c'est sur le scanner, la masse est kystique, elle infiltre les onces et elle est de siège mésentérique. La réponse à cette question est que la masse est kystique et elle est de siège mésentérique, mais elle n'infiltre pas les onces digestives, elle est responsable de leur refoulement. 3. Quels sont les diagnostics à évoquer devant cette masse kystique mésentérique? En 1, un kyste mésentérique. En 2, un lymphangiome kystique. En 3, un kyste hydatique péritonéal. Et en 4, une ascite cloisonnée. La réponse à cette question est soit un kyste mésentérique, soit un lymphangiome kystique. En fait, l'ascite cloisonnée peut être aussi évoquée, mais elle serait très probablement associée à un épaississement des feuillets péritonéaux, ce qui n'était pas le cas chez notre enfant. Le diagnostic a été fait sur pièce opératoire et c'était en fait un lymphangiome kystique. Le cas 9, un enfant de 5 ans, douleur abdominale, vomissement alimentaire, évoluant depuis 5 mois. À l'examen, on avait une palpation d'une masse de siège sus-ombilical latéralisée à droite. Donc voici les images échographiques, une masse kystique anéchogène oblongue de siège sus-ombilical. L'enfant a eu un scanner. Je vous montre en haut les coupes sans injection de produit de contraste, en bas les coupes injectées avec la formation kystique précédemment décrite, non rehaussée après injection de produit de contraste. Et la question 1, le scanner montre en 1 une masse kystique, en 2 elle est à distance du hile hépatique, en 3 une dilatation des voies biliaires intrahépatiques. La réponse à cette question est que c'est une masse kystique. Elle est adhérente ou au niveau du hile hépatique et il n'y a pas de dilatation des voies biliaires intrahépatiques. Donc, question 2, à quel diagnostic pensez-vous en premier? Un kyste proche du hile hépatique sus-ombilical. On va penser à une duplication digestive, 2, lymphangiome kystique, 3, kyste du cholédoque, 4, kyste hydatique du foie. La réponse est kyste du cholédoque et l'enfant a eu une autre exploration, une bili-IRM, qui a permis de confirmer le diagnostic de kyste du cholédoque, a permis de voir que les voies biliaires intrahépatiques sont fines et qu'il n'y avait pas d'anomalie du confluent bilio-pancréatique. Le cas 10, enfant de 4 ans, consulte pour une masse qui donne le contact lombaire à droite. Une échographie a été réalisée. Donc, je vous montre l'écho avec une première coupe là passant par le rein droit, une deuxième coupe passant par le fond. Sur la première coupe,
Et sur la deuxième coupe, quelles sont les anomalies retrouvées sur les clichés? En 1, une masse solide hétérogène. En 2, des nodules hépatiques en rapport avec des métas. En 3, une dilatation des cavités excrétrices rénales. La réponse à cette question, c'est qu'il y avait une masse rénale solide hétérogène et qu'il y avait des nodules hépatiques en rapport avec des métastases. Donc la masse rénale solide et les nodules hépatiques secondaires. La masse était d'origine rénale et voici le scanner. En fait, sur le scanner, la question est quel signe permet de confirmer le siège sur le scanner? 1, c'est le signe de l'éperon et 2, c'est le signe du recouvrement. La réponse à cette question, c'est le signe de l'éperon. En fait, c'est le fait que le parenchyme rénal ou de l'organe s'ouvre pour recevoir la masse, c'est le signe de l'éperon. On voit aussi sur le scanner, à part l'origine rénale de la masse, qu'il y a un thrombus au niveau de la veine cave inférieure et qu'il y a aussi des calcifications grossières au niveau du pôle inférieur de la masse. Le diagnostic chez lui, c'était un néphroblastome. C'est la tumeur rénale solide de l'enfant la plus fréquente. Ça représente 6% des cancers pédiatriques et 90% des tumeurs rénales de l'enfant. La forme typique, c'est une volumineuse lésion hétérogène avec des contingents hémorragiques et ou kystiques et qui peut être le siège de calcification grossière. Le bilan d'extension est généralement fait par un scanner thoraco-abdominaux-pelvien. Cas 11, un enfant âgé de 2 ans, masse donnant le contact lombaire à gauche. Une échographie a été réalisée que voici une masse hétérogène avec des plages kystiques, une hypervascularisation au Doppler couleur. L'exploration échographique a été complétée par un scanner. Je vous montre là des reconstructions dans un plan coronal du scanner de l'enfant. La question maintenant, le scanner montre en 1 une masse tissulaire rénale, en 2 une masse tissulaire surrénalienne, en 3 un hématome sous-capsulaire. La réponse à cette question, ça montre une masse tissulaire surrénalienne et un hématome sous-capsulaire. Donc j'ai agrandi un peu l'image pour vous montrer qu'il s'agissait d'une masse surrénalienne gauche qui envahissait certes le parenchyme rénal avec une individualisation de signes de l'éperon. D'ailleurs, il faut dire qu'il est difficile parfois de faire la différence entre une masse surrénalienne qui infiltre le rein ou bien une masse rénale. Associée à cette masse, on a un hématome sous-capsulaire. C'est le reste du scanner du patient au temps artériel qui montre ici une fuite de produits de contraste sur le temps artériel en rapport avec un blush, là aussi. Et sur le temps tardif, on a le niveau sans produit au sein des collections hématiques de l'hématome sous-capsulaire qui traduisent l'hémorragie secondaire à l'infiltration du parenchyme rénal par la tumeur. Le neuroblastome ou sympathoblastome, c'est une tumeur maligne dérivée des cellules de la crête neurale. C'est la première tumeur du nourrisson, la troisième de l'enfant. La moyenne d'âge de 2 ans au moment du diagnostic et ça prend origine au niveau de la surrénale ou des ganglions du système nerveux sympathique para-rachidien. Le diagnostic est basé sur le dosage des catécholamines urinaires excrétées en 24 heures qui serait positif dans 90 à 95% des cas, sur la scintigraphie à la MIBG, sur les prélèvements tumoraux et l'analyse histologique est nécessaire, sauf pour certaines formes de neuroblastome métastatique et sécrétant. Le cas 12, c'est un garçon âgé de 4 ans qui n'a pas d'antécédents, qui avait des douleurs abdominales avec à l'examen une masse hypogastrique profonde, indolore, ferme fixée de 10 cm. Pas de fièvre, pas de syndrome inflammatoire biologique. Première question, quel est le premier examen complémentaire à demander? 1. Scanner, 2. Échographie, 3. IRM, 4. Scintigraphie à la MIBG et 5. ASP. La réponse à cette question est c'est l'échographie. En fait, l'échographie a été réalisée. Elle a montré une masse pelvienne qui avait un contact étroit avec le sacrum, donc rétro-rectal, hypervascularisé au Doppler couleur et qui était de nature tissulaire. Donc la question, pour avancer maintenant, quel examen proposez-vous? En 1, le scanner abdominopelvien. En 2, une IRM pelvienne. En 3, une scintille à la MIBG. En 4, une biopsie de la masse sous écho. Et en 5, un lavement baryté. En fait, la réponse, c'est que pour avancer, il fallait faire soit le scanner, soit l'IRM pelvienne.
L'IRM ou le scanner, en fait, les deux sont contributifs. Pour une masse pelvienne, l'IRM est le gold standard de par son excellente résolution en contraste. Elle permet une caractérisation tissulaire, elle permet de préciser les rapports avec les différentes structures, notamment osseuses, et de montrer une éventuelle extension intracanalaire. Donc l'IRM a été réalisé les séquences en T2, en T1 écho de gradient, en T1 après injection au gadolinium et saturation du signal de la graisse. Là, c'est des coupes sagittales T2. Ici, c'est des séquences d'uro-IRM qui montrent le rapport avec les cavités excrétrices rénales. La question 3, sur l'IRM, est-ce que vous voyez 1. Masse intrapéritonéale, 2. Masse kystique, 3. Extension intracanalaire, 4. Refoulement de l'urtère. La réponse à cette question est, il y avait une masse rétropéritonéale de nature tissulaire qui présentait une extension canalaire et qui présentait un refoulement de l'urtère. Donc, extension intracanalaire, refoulement de l'urtère, et la masse était plutôt rétropéritonéale ou pelvienne, et c'était une masse tissulaire non kystique. Donc, masse pelvienne, tissulaire, l'extension canalaire, le refoulement de l'urtère, l'extension ici à travers les trous de conjugaison, la dilatation ici de l'urtère et des cavités excrétrices. Donc l'extension intracanalaire et la dilatation de l'urtère. Maintenant, devant une masse tissulaire pelvienne, médiane, rétro-rectale, avec extension endocanalaire chez un garçon de 4 ans, à quoi doit-on penser? En fait, on doit penser à un groupe de tumeurs nerveuses ou tumeurs neuroblastiques. Ici, c'était chez lui un ganglioneurome. C'est une tumeur bénigne rare d'origine neuroectodermique qui se développe aux dépens des cellules des ganglions sympathiques, tout comme le neuroblastome ou le ganglioneuroblastome. Il est composé de cellules ganglionnaires matures et d'un stroma contenant des cellules nerveuses d'un contingent schwannien. La différence avec le neuroblastome et le ganglioneuroblastome, c'est que les cellules ganglionnaires sont matures. Il s'agit généralement d'une tumeur bien limitée en imagerie. 13e cas, une fille de 12 ans, à l'examen une masse pelvienne, elle était apyrétique. Question 1. Quel est le premier examen d'imagerie que vous demandez chez une fille qui a une masse pelvienne? Premièrement, une écho, deuxièmement, un scanner, 3 IRM, 4 UCR et 5 ASP. La réponse est échographie abdominopelvienne. En fait, on demande l'échographie puisque c'est un examen qui n'est pas irradiant, qui est disponible, qui est indiqué en première intention devant toute pathologie abdominale chez l'enfant. Le recours aux autres moyens d'imagerie est guidé par les résultats de l'échographie. Deuxième question. À quel diagnostic pensez-vous en premier? On va faire l'écho, mais quand on demande l'écho au radiologue, qu'est-ce qu'on va lui dire? Est-ce qu'on va lui dire qu'on suspecte un kyste de l'ovaire, qu'on suspecte un tératome ovarien, un globe vésical, une grossesse extra ou bien un hydrométrocolpos? La réponse est toutes les propositions sont vraies. En fait, tous les diagnostics suscités sont possibles, mais à des degrés de pourcentage de probabilité variables. On doit d'abord éliminer rapidement les urgences. On doit éliminer la torsion d'annexe sur kyste ou bien sur tératome et on doit éliminer les grossesses extra-utérines. On pourrait évoquer d'autres diagnostics plus rares tels que les tumeurs malignes de l'ovaire type tératome immature ou dysgerminome ou bien les tumeurs pelviennes plus rares telles que le rhabdomyosarcome du sinus urogénital. L'écho, maintenant, troisième question, permet de différencier une masse solide d'une masse kystique. En 2, elle permet de vérifier avec la clinique le siège médian ou latérorectal d'une masse pelvienne. En 3, elle est souvent insuffisante pour le diagnostic étiologique d'une masse pelvienne chez une jeune fille. La réponse est, ça permet de différencier la masse solide d'une masse kystique et ça permet de vérifier le siège médian ou latérorectal d'une masse. En fait, l'échographie a été réalisée, la coupe axiale ici, la vessie en avant. Là, j'ai la masse kystique, j'ai ici le rectum en arrière. La coupe sagittale avec le haut par là, le bas par là, l'arrière et l'avant, avec la coupe sagittale qui montre la masse à ce niveau-là. À l'échographie, la masse est paramédiane, 2, la masse est rétrovésicale prérectale et 3, la masse est kystique finement échogène. La réponse à cette question est que la masse est rétrovésicale prérectale
et qu'elle est kystique finement échogène. Elle était plutôt médiane. Donc le contenu de la masse était finement échogène, il était mobile lors de la réalisation de l'échographie, non vascularisé au Doppler couleur et on avait conclu à la nature kystique de la masse. Question 5. La masse soulevée l'utérus de taille et de morphologie normale par rapport à l'âge. À quel diagnostic on va penser? Premièrement, un kyste vaginal d'origine wolffienne ou bien 2. Un hydrométrocolpos. La réponse est hydrométrocolpos et ça fait partie des malformations utérovaginales qui sont rares. Si la malformation est obstructive, elle peut être révélée précocement par une masse liquidienne, un hydrocolpos, à la naissance ou bien à la période anténatale. Sinon, ça peut se manifester plutôt à la puberté par une aménorrhée primaire et des douleurs pelviennes, comme c'était le cas chez notre patiente de 12 ans. Ici, pour vous montrer, on a réalisé une IRM chez un nouveau-né, chez qui on a découvert cette rétention au niveau du vagin. Cette IRM a été réalisée à titre iconographique pour vous montrer une forme néonatale d'hydrocolpos. Cas 14, un enfant âgé de 5 ans, apyrétique, douleur abdominale diffuse. À l'examen, on avait palpé une masse abdominale sous-hépatique, il n'avait pas de rectorragie. Devant ce tableau, la question 1, quel examen sont ou est indiqué en premier lieu? Premièrement, ASP, deuxièmement, écho, troisièmement, lavement, quatrièmement, scanner et cinquièmement, IRM. La réponse à cette question est, on va réaliser en premier temps un abdomen sans préparation et une échographie. En fait, l'échographie a été réalisée et a montré une invagination iliocolique. Au total, enfant de 5 ans, invagination. Il faut savoir qu'habituellement, les invaginations sont découvertes à un âge plus jeune, inférieur à 2 ans. Donc, chez lui, une origine secondaire de l'invagination est à évoquer. Et la question maintenant, c'est devant ce tableau, quel autre examen est indiqué pour la recherche d'une étiologie de l'invagination intestinale aiguë? Premièrement, transit du grêle, deuxièmement, IRM, troisièmement, colonoscopie, quatrièmement, scanner et cinquièmement, lavement parité. La réponse à cette question est le scanner. En fait, je vous montre les images du scanner que je vais défiler de bas en haut. Donc, première image, ensuite, là et là. Ici, des reconstructions coronales. La question 3, hormis l'invagination intestinale iliocolique qui a été vue en échographie, quelles autres anomalies sont identifiées sur le scanner? 1. Diverticule de Meckel, 2. Tumeur colique, 3. Adénomégalie, 4. Duplication digestive et 5. Tumeur grélique. La réponse à cette question est envoyer une tumeur colique, envoyer des adénomégalies mésentériques. En fait, on voyait cette masse tissulaire pariétale colique associée à des formations ganglionnaires. Donc là, j'ai une adénomégalie de taille centimétrique. Quel est votre diagnostic maintenant? En fait, l'enfant a été opéré et le compte-rendu opératoire avait mentionné une invagination sur une masse pariétale tissulaire colique avec à l'examen ANAPAT une invagination iléale aiguë sur lymphome de Burkitt colique. Le lymphome de Burkitt, dans sa présentation abdominale, se développe aux dépens des plaques de Peyer, situées dans la paroi digestive ou au niveau des ganglions mésentériques, le plus souvent dans la région iléocécale. Il est révélé habituellement par une masse abdominale associée à une altération de l'état général et ou des signes digestifs non spécifiques. Le lymphome est très rarement révélé par une invagination irréductible. On a 6,5% des invaginations intestinales aiguës secondaires sont en rapport avec un lymphome. Et l'imagerie intervient par l'échographie, qui est le premier examen à demander, qui permet d'établir le diagnostic positif de l'invagination, permet de chercher des signes de souffrance, permet de rechercher la masse tumorale en cause, éventuellement un geste interventionnel pour confirmation histologique, et permet aussi la recherche d'adénomégalie pour une orientation étiologique. Le scanner est à demander en deuxième lieu si une invagination secondaire est suspectée avec une échographie, disons, normale à part le boudin.
il y a un intérêt dans le bilan initial et dans la surveillance de la maladie. Et le traitement est chirurgical indiqué en urgence si l'invagination n'a pas cédé à la désinvagination radiologique aux hydrosolubles. Le traitement du lymphome repose sur une polychimiothérapie intense et de courte durée.